Chapitre 8. Être la compagne de beuverie de Pétronille ne s'avérait pas de tout repos. Peu après, tandis qu'elle et moi étions en train de nous imbiber de moettes, lors de Dieu sait quelle manifestation littéraire, elle déclara l'urgence de partir au ski. Je ne sais plus exactement comment elle amena le sujet. Je reconstitue d'après imagination et probabilité. Regarde-les ces babouins. À force de les fréquenter, je te jure que j'ai besoin de respirer l'air des cimes. J'adore la montagne, avais-je innocemment enchaîné. Parfait, on est en décembre. Toi et moi, on va skier avant la fin du mois. Trouvons quelqu'un. Je ne sais plus à qui nous nous sommes adressés, mais le lendemain matin, nous disposions d'une réservation pour 2 personnes dans une station alpine qui, pour la commodité du récit, sera nommée Acarièse. Je téléphonai à Pétronille pour l'interroger sur ses démarches. Elle avait l'ivresse encore plus amnésique que moi. « Écoute, je ne me souviens de rien, mais c'est chouette, on va skier. Tu t'occupes des billets de train ?» Au fond, elle avait raison. Il faut forcer le destin. S'il suffisait de mes initiatives, il ne se passerait jamais rien dans la vie. Le 26 décembre, après 2 trains et un taxi, nous arrivâmes à Acarièse, 1200 mètres d'altitude. Nous jetâmes nos affaires dans l'appartement chalet. Pétronille trépignait d'impatience. Il fallut revêtir aussitôt sa tenue de ski et monter au front. Tandis que nous attendions dans la file des abonnements au télésiège, elle dit : « Depuis combien de temps n'as-tu plus skié ? » ?»« Depuis le Japon. » »« C'était avec le fameux fiancé alors ? » ?»« Non, c'était quand j'étais petite. » Il y eut un silence. « Tu avais quel âge ? » demanda-t-elle. « 4 ans. »« Tu es en train de me dire que tu n'as plus skié depuis tes 4 ans ? » ?»« En effet. »« Et maintenant, quel âge as-tu ? » ?»« 35. » Pétronille soupira de consternation. « Ne compte pas sur moi pour te donner des leçons. Je suis venue pour m'amuser, moi. »« Je n'ai pas besoin de tes leçons. Tu n'as plus skié depuis plus de 30 ans, Amélie. » « À 4 ans, je skiais très bien. »« Oui, tu as obtenu ton flocon d'honneur à la maternelle, je suis impressionnée. »« C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. »« Bien sûr que si. »« Je crois au génie de l'enfance. » Pétronille prit son visage dans ses mains et dit : « Nous allons au-devant du désastre. Je t'assure que je sens dans mes jambes comment procéder. » À 14h30, nous étions sur les pistes. Le soleil brillait, l'enneigement était idéal. Mon enthousiasme culminait. Pétronille s'élança comme une flèche. En moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire, elle avait descendu l'immense pente, avec une élégance et une fluidité sans faille. Au sommet de l'allégresse, je l'imitais. 2 mètres plus loin, je m'effondrais. Je me remis debout aussitôt et m'élançai pour me retrouver par terre à la seconde. Ce manège se produisit 15 fois d'affilée. Pétronille avait eu le temps de prendre le tire-fesse et était auprès de moi. « Le génie de l'enfance n'a pas l'air de fonctionner. Tu veux que je t'apprenne ? Laisse-moi tranquille. » Moins de 10 minutes plus tard, elle avait dévalé, remonté et était de nouveau à côté de moi, qui tombait toutes les 5 secondes. « Nous avons un problème, dit-elle. Tu vas avoir besoin d'un professeur très patient. » J'éclatai en sanglots. « Et d'un psychiatre, ajouta-t-elle. Fiche-moi la paix, je suis sûre que j'en suis capable. C'est ta présence qui me bloque. Tu ne pourrais pas aller sur une autre pente, très éloignée de celle-ci ? D'accord. » Elle disparut. J'étais donc seule, avec au pied 2 corps étrangers qui étaient censés devenir le prolongement de mes jambes, et qui, pour l'instant, me donnaient l'impression d'avoir des sabres ottomans en guise de chaussures. Je fermai les yeux et plongeai en moi pour retrouver mes 4 ans. Au début des années 70, le Tyrol était un fantasme nippon ravageur. Mes parents avaient loué pour une semaine un chalet aux allures d'horloge à coucou dans une station des Alpes japonaises. Les moniteurs portaient des culottes de peau et les hôtesses des robes au corsage brodé d'Edelweiss. C'était Noël. Quand nous allions boire un chocolat chaud, il y avait toujours un chœur nippon chantant en allemand des hymnes à la gloire des sapins.
Cet univers me paraissait d'une étrangeté sublime. Sur les pistes, ma mère m'avait donné des rudiments qui avaient porté leurs fruits. À la fin de la semaine, je filais comme l'éclair sur Mesquinin. Je parvenais même à tourner. Si je garde les yeux fermés, j'en suis capable, décidai-je. Dont acte. Je m'élançai dans le noir, et en effet, les sensations me revinrent. En pivotant régulièrement, je me retrouvai au bas de la pente sans m'être effondré. Je poussai un hurlement de triomphe. Tandis que je me dirigeais vers un tire-fesse, un escogriffe me rejoignit. « À quoi vous jouez ? J'étais en train d'enseigner le ski à mes gosses et vous avez failli tous les percuter. Pardon, c'est parce que je fermais les yeux. Vous êtes malade ou quoi ? » Il fallait mieux changer de méthode. Heureusement, quand j'eus remonté la pente, je m'aperçus que même avec les yeux ouverts, je skiais très bien. C'était délectable de slalomer dans la poudreuse, de prendre les bosses pour tremplin. Quel sport merveilleux! J'essayais d'autres pistes, tout me réussissait. Je fus rattrapé par Pétronille, ébahi. Que s'est-il passé ? Je crois au génie de l'enfance, répétai-je. Nous skiâmes de conserve jusqu'au soir. Depuis, combien de fois ai-je entendu Pétronille raconter cette histoire ? Je me retrouve au sport d'hiver avec une débutante si nulle qu'elle chiale, et 1 heure plus tard je m'aperçois qu'elle se débrouille comme un pro. Elle n'est pas normale, je vous assure. Le matin suivant, Pétronille me dit qu'elle avait très mal dormi. C'est rempli d'acariens ici, je suis allergique. Que faut-il faire ? Ouvrir les fenêtres. Nous tentâmes en vain d'ouvrir une fenêtre de l'appartement. De toute évidence, il n'était pas prévu qu'on les ouvre. L'opération s'avéra impossible. Truc de dingue, tempêta Pétronille. Un espace confiné avec de la moquette et on ne peut même pas aérer. N'y a-t-il pas une autre défense contre les acariens ? L'aspirateur ? Je trouvai dans un placard un genre d'aspirateur pour célibataires malpropres que Pétronille regarda avec mépris. Je le passai partout, elle haussa les épaules. Il faudrait aussi secouer les couettes, et comme on ne peut pas ouvrir de fenêtre, qu'à cela ne tienne, je vais secouer les couettes à l'extérieur. Je saisis chaque couette à bras-le-corps et sortis la secouer dans la rue, indifférente au regard. Chaque fois que je rentrais, Pétronille me tendait une nouvelle chose à secouer dehors. Les oreillers, les draps, les couvre-lits. Je m'exécutais sans broncher. Au 1e aller-retour, elle déclara qu'elle allait m'aider pour le matelas. « Tu ne pourras pas le soulever seul. Attends, nous allons secouer le matelas dans la rue. C'est ce que les acariens préfèrent. Ce matelas est un hôtel 4 étoiles pour acariens. » Je n'osais protester. Soulever le matelas, le descendre sur l'épaule et le sortir à l'air libre fut un véritable chemin de croix. Mais ce ne fut rien comparé au supplice de le secouer dans la rue et de le remonter par l'étroit escalier. Quand nous eûmes réussi à le réinstaller dans l'appartement, Pétronille asséna. « Bon, ton matelas maintenant. Pourquoi ? Je ne suis pas allergique aux acariens, moi. » Réfléchis. 1 mètre sépare nos lits. Pour un acarien, cette distance n'a rien d'infranchissable. Résigné, je soulevai mon matelas et le portai jusqu'à la rue, songeant que le Christ était un petit joueur qui n'avait dû effectuer son chemin de croix qu'une seule fois. À moins que je ne sois Simon de Cyrène, pensai-je. Et je ris sous cape en imaginant un Christ s'adressant à Simon, comme l'avait fait Pétronille. « Dis donc, tu me files un coup de main, oui ou non ?» Nous n'avions pas encore touché le fond. Dans la rue, tandis qu'à grand effort nous secouions le matelas, 2 policiers arrivèrent en trottant, avertis par quelques courageux justiciers du voisinage. « Alors on cambriole en plein jour, comme ça ?» dit l'un des agents. « Non, on fait le ménage, » répondis-je en attelant. « C'est ça. Vos papiers ?» Nous eûmes beaucoup de mal à prouver notre innocence. Le plus dur fut d'empêcher Pétronille de parler. Ce que je parvins à faire en m'interposant avec le ton humble et conciliant qu'il fallait. Les policiers partirent en disant « Et qu'on ne vous y reprenne plus !» Par bonheur, ils n'entendirent pas Pétronille répondre « On recommence demain matin !» Mais moi je l'entendis. Sérieusement ? Oui, les acariens, ça a la vie dure. Un découragement si profond s'abattit sur moi, qu'une fois reparti skier, je n'y éprouvai plus aucun plaisir.
Était-ce la perspective de déménager quotidiennement 2 matelas? Je ne ressentais qu'accablement et lassitude. À midi, Pétronie soupira. J'en ai marre de skier. Déjà? C'est à cause de ma mauvaise nuit. Tu n'as pas une idée pour qu'on s'embête moins? J'en avais une. Je laissai Pétronie déjeuner d'un croque-monsieur et je fonçai à la supérette. Comme champagne, on ne vendait que du Piper Heidsieck. Je revins avec mon sac à dos lesté de 2 bouteilles. Après que nous fûmes remontés par le tire-fesse, j'annonçai à mon amie que je resterais là et qu'elle devrait me rejoindre une demi-heure plus tard. À peine fut-elle partie que j'enterrai les 2 bouteilles dans la neige. Quelle région merveilleuse, pensai-je. Aucun besoin de seau à glace. Je passai mon temps d'attente à imaginer le nombre de grands crus que je pourrais rafraîchir dans un tel panorama. La poésie japonaise a raison. La contemplation des paysages est ce qui nous révèle le mieux. Pétronie revint en déclarant qu'elle en avait sa claque. J'espère qu'elle est bien ta surprise. J'exhumai l'une des bouteilles de champagne. Après avoir ouvert des yeux éblouis, elle eut une réflexion typique d'elle. Évidemment, tu n'as pas prévu de flûte. Je déneigeai alors la 2e bouteille. C'est pour ça que j'ai acheté 2 bouteilles, chacune boira la sienne. C'est d'un élégant ton truc. L'idée, c'est de skier en buvant. Skier une flûte à la main, c'est pour James Bond, tu vois. Boire en skiant, tu es cinglé. Pratique, tout simplement, dis-je. Entamons la descente, je veux dire, commençons à boire ici. Nous débouchâmes les bouteilles. Quand elle eut bu la moitié de la sienne, Pétronie décréta que boire en skiant méritait d'être essayé. Le problème, c'est qu'on n'a pas 3 mains, dit-elle. J'y ai pensé, répondis-je. Un bâton dans la main droite, la bouteille dans la gauche. Et le 2e bâton, on en a besoin? En handisport à la télévision, j'ai vu des skieurs manchots qui s'en tiraient très bien. J'avais sacrément préparé mon argumentation. Elle était de nature à persuader une pochetronne qui ne demandait que ça. Les 2e bâtons furent donc accrochés à mon sac à dos et avantageusement remplacés par une bouteille de Piper Heidsieck. Est-ce légal? Interrogea encore Pétronille. Ce qui n'a jamais été fait n'est ni légal ni illégal, tranchai-je d'un air définitif. Elle s'élança la première. Je ne l'avais jamais vue skier si hardiment. Je me jetai dans la pente pour la rejoindre. L'impression était extraordinaire. C'était comme si l'air et la neige présentaient une moindre résistance. Le temps avait changé lui aussi. Tout se passait en un éclair d'extase qui donnait le sentiment de durer 1000 ans. Foutre ciel, m'exclamai-je quand je fus auprès d'elle. Nous bûmes chacune une rasade d'or liquide. Ouais, enchaîna Pétronille. Le problème, c'est qu'il est impossible de se ravitailler en vol. Ce n'est peut-être pas indispensable. Attends, on voulait boire en skiant, non? On n'est pas forcé d'atteindre une simultanéité absolue. C'est comme le café et la cigarette. Ça va bien ensemble, mais on n'a jamais la fumée et le nectar en même temps dans la bouche. Ta comparaison ne tient pas la route. Boire du champagne suppose de pencher la tête en arrière. À ce moment-là, on ne voit plus la piste. Ça serait très dangereux. Pas si on boit vite. Ce serait dommage. Ça va, c'est pas du Dom Pérignon non plus. J'écarquillai les yeux de la découvrir si snob. Elle en profita pour s'élancer à nouveau. Je cessai de respirer quand je la vis lever le coude et renverser la tête en slalomant. Elle porta le goulot à ses lèvres pendant 1 seconde qui me parut 1 heure. Et dire que c'est moi qui suis à l'origine de cette brillante idée, me lamentai-je. Mais il y a un Dieu pour les skieuses alcooliques. Elle en sortit indemne. Quand elle fut à l'arrêt, elle me regarda, levant les bras en un geste de triomphe. Dessoulée de peur, je la rejoignis. « Tu ne m'imites pas ?»« Non, répondis-je, et je te demande de ne plus rééditer cet exploit. Je n'ai pas envie d'avoir sur la conscience ta mort ou celle d'un tierce. » « Allons, c'est bien parce que je suis gentille. » Je me tus. Gentille était probablement l'adjectif qui lui convenait le moins au monde. « On fait quoi maintenant ?» bougonna Pétronie en m'indiquant qu'il n'y avait plus rien dans sa bouteille. « On skie jusqu'à ce que l'ivresse s'estompe. » Très bien, on rentre au chalet dans 5 minutes, en somme. Il fallut revoir ses prévisions à la hausse. Nous skiâmes jusqu'au coucher du soleil. Nous accumulâmes les fous rires idiots, les prises de risques inconsidérées. Aborder les bosses de face, couper la route à de grands crétins qui avaient l'air de s'exercer pour les Jeux olympiques. Les déclarations fracassantes. Les Savoyards, c'est pas des vrais Français.
lança Pétronille. Bref, nous nous payâmes du bon temps. Le soir, d'excellente humeur, nous festoyâmes d'un mélange confus de tartiflettes, de chocolat chaud, de brioches grillées, de cornichons, de barres d'ovomaltine et d'oignons crus. Je pense que même un concert rock dakarien ne pourrait pas m'empêcher de dormir, déclara Pétronille en s'effondrant sur son lit. Je l'imitai et sombrai aussitôt dans un lourd sommeil d'ivrogne. Au matin, verdâtre, elle m'annonça qu'elle n'avait pas fermé l'œil. Les acariens ont la vie dure, je commence à avoir du mal à respirer. Elle avait le souffle particulier des asthmatiques. Que va-t-il se passer, demandai-je. Ça va empirer. Bon, j'appelle un taxi, on retourne à Paris. Attends, donne-moi le contrat de réservation pour cette semaine de merde. Je lui tendis les documents. Elle lut à la loupe tous les textes minuscules que personne ne déchiffre jamais. 1 heure plus tard, elle s'écria. Je vais faire jouer cette clause d'annulation. Elle téléphona au numéro inscrit en microscopique et n'eut pas besoin de simuler pour parler d'une voix d'asthmatique. Mourir d'une crise d'asthme, c'est très fréquent, l'entendis-je dire. Quand elle raccrocha, elle m'annonça que l'ambulance arrivait. Tu vas à l'hôpital, demandai-je. Non, nous rentrons à Paris, toi et moi. Tu es mon accompagnatrice, c'est légal. Nous rentrons à Paris en ambulance. Oui, dit-elle avec fierté. Non seulement je te fais économiser une grosse somme, mais en plus, ça sera beaucoup plus rapide. Préparons les bagages. Le pimpon de l'ambulance ne tarda pas à retentir. La loi exigeait que Pétronille y rentre sur un brancard. Elle ne se fit pas prier. Je crus d'abord qu'elle jouait la comédie, mais quand nous fûmes installés dans l'ambulance, elle allongée et moi assise auprès d'elle, je m'aperçus qu'elle était vraiment très malade. J'avais rencontré beaucoup plus asthmatique que moi. Le trajet Acariaz-Paris dura 6 heures. Peu à peu, Pétronille retrouva son souffle et quelques couleurs. Les ambulanciers se montrèrent parfaits, compétents, rassurants. Arrivés dans le 20e arrondissement de Paris, ils lui demandèrent si elle voulait aller à l'hôpital ou chez elle. Elle assura qu'elle serait mieux dans son appartement. Je l'aidai à monter ses affaires jusqu'à son 5e étage sans ascenseur. Quand elle fut réinstallée, elle s'exclama. Les sports d'hiver, plus jamais. C'est précarisant. Elle ignora ma réponse et déclara. Nous ne dirons à personne que nous sommes rentrés, d'accord? Je veux savoir ce que c'est d'être ignoré à Paname du 28 décembre au 1er janvier. Moi, je sais que tu es là. Oui, tu as le droit de t'occuper de moi. Elle considérait cela comme un authentique privilège. Puisqu'elle émergeait à peine d'une crise d'asthme très grave, je la ménageais. Je l'emmenai se promener lentement dans les jardins du château de Versailles, à Bagatelle et au Luxembourg. Au salon de thé Angelina, nous goûtâmes d'un Mont Blanc et d'un chocolat chaud. Ses soins me valurent ce remerciement. Tu es très doué pour les programmes 3e âge. Ce n'est pas la gratitude qui t'étouffe, dis donc. Le 31 décembre, j'eus beau téléphoner, je ne trouvai aucun restaurant où il restait l'ombre d'une place. Je proposai un réveillon champagne œuf coq, chez elle ou chez moi. Elle ne sembla pas emballée et dit « Et si on allait chez mes vieux ?»« Tu es sérieuse ? Quoi, tu veux pas ? » ?»« Si, mais j'ai peur de les gêner. » Elle haussa les épaules et appela ses parents. « Pas de problème, annonça-t-elle, sauf si ça te dérange de côtoyer des gens de la section. » La section ? La section communiste d'Antony. Une telle étrangeté me donna encore plus envie d'y aller. En fin d'après-midi, Pétronille m'emmena dans le RERB. À Antony, nous prîmes un bus qui traversa une banlieue propre et déprimante. Les parents Fantot habitaient un pavillon que le grand-père avait construit de ses mains dans les années 60. C'était ordinaire et confortable. Pierre Fantot, un grand gars sympathique d'une 50aine d'années, me présenta aux invités de la section. Un certain Dominique et une certaine Marie-Rose. Cette dernière, une vieille chèvre stalinienne, était aussi raide qu'effrayante. Françoise Fantot, une femme fine et jolie, servait l'assemblée avec une timidité qui n'étonna que moi. Quels que fussent les propos, le but semblait d'obtenir l'aval de Marie-Rose. Je ne savais pas si elle était plus gradée que les autres, mais elle paraissait détenir la vérité. Ainsi, quand Dominique osa dire que la Corée du Nord n'avait pas l'air de se porter à merveille, elle trancha aussitôt. Elle va beaucoup mieux que la Corée du Sud, et c'est ce qui nous importe.
Pierre évoqua son récent voyage à Berlin en s'inquiétant de la hausse des prix. Marie-Rose ne le laissa pas continuer. Tous les Allemands de l'Est ont conscience du bonheur perdu. Heureusement, il nous reste Cuba, dit Pierre. Je gardai le silence et j'observai Pétronille, qui, habituée, ne réagissait pas et s'empiffrait de saucissons secs, tandis que son père mettait de la musique. Mon manque de culture en matière de chansons françaises dépassant l'imagination, j'eus l'ingénuité de demander ce qu'on était en train d'écouter. Jean Ferrat, voyons, répondit Marie-Rose avec indignation. Pierre déboucha une bouteille d'un grave excellent. Enfin une valeur que nous avions en commun. Le vin détendit l'atmosphère. Qu'est-ce qu'on mange interrogea Pétronille. J'ai préparé mon bœuf-carotte, répondit son père. Ah, le bœuf-carotte de Pierre, s'extasia Dominique. Ce classique français, inconnu en Belgique. Je le goûtai avec une vraie curiosité. Tu n'avais jamais mangé de bœuf-carotte dit Pierre stupéfait. D'où venez-vous donc me demanda Marie-Rose. Je suis belge, déclarai-je prudente, me doutant que toute information susciterait la méfiance. Puis ils se mirent à parler de politique française avec fureur. 2002 avait été une année funeste, et 2003 ne présageait rien de bon. Ils commentèrent diverses évolutions sociales qui les indisposaient au plus haut degré. Pierre concluait à chaque fois par un coléreux « C'est la faute à Mitterrand !» et l'assemblée de l'approuver haut et fort. Aux abords de minuit, on en était toujours là. Françoise apporta une somptueuse charlotte au chocolat de son cru. J'en mangeai une portion non négligeable. Ça a de l'appétit, les Belges, approuva la section. Je ne démentis pas. Quand retentirent les 12 coups fatidiques, on but du champagne, baron Fuente. Le seul aristo qu'on verra chez moi, dit Pierre. Il se défendait bien. En plus de ses innombrables autres bienfaits, le champagne a le talent de me réconforter. Et même quand je ne sais pas de quoi j'ai besoin d'être réconforté, le breuvage le sait, lui. Vers 2 heures du matin, je m'effondrai sur un vieux canapé du grenier et m'endormis à la seconde. Plusieurs heures plus tard, je pris le RER pour Paris avec Pétronille. « Ça va, tu n'es pas traumatisée ?» me demanda-t-elle. « Non, pourquoi ?» Les déclarations de la section. La réalité a dépassé mes plus folles espérances. Elle soupira. J'ai honte de mon père. Tu as tort, il est gentil et sympathique. Tu as entendu ce qu'il raconte ? Quelle importance. Ces énormités sont inoffensives. Elles ne l'ont pas toujours été. Elles le sont devenues. Il se contente de répéter le discours de son père. Tu vois, c'est de la pure allégeance. La réalité ne compte pas pour lui. C'est exactement ça. Eh bien, j'en ai souffert. Par exemple, puisque la propriété, c'est le vol. Il n'a jamais fermé la maison à clé. Et nous avons été cambriolés je ne sais combien de fois. Ça m'a rendu dingue, je te jure. Je comprends. Et ta mère, elle pense comme lui ? Va savoir. Elle est aussi timorée qu'intelligente. Elle a la carte du parti, mais dans l'isoloir, je pense qu'elle vote socialiste. Elle craint ton père ? Il n'a pas l'air dangereux. Elle ne veut pas l'attrister, mais elle n'est pas de son espèce. Ma mère n'aime rien tant que l'opéra. C'est elle qui a choisi mon prénom. Et ton incroyable culture littéraire, d'où te vient-elle ? C'est une création personnelle. Mon père ne lit que l'Ouma ou des livres sur la Première Guerre mondiale, sa passion. Ma mère a des lectures que je qualifierais d'aimables. Je vois. Qu'est-ce que tu as dû te sentir seule ? Tu n'as pas idée. Par la fenêtre du RERB, je scrutais ce paysage pavillonnaire. Objectivement, il y avait pire que ces maisons souvent anciennes, ces rues paisibles et ces jardins bien tenus. Pourquoi ce panorama inspirait-il un si profond désir de suicide ? Il me sembla soudain entrevoir, à la fenêtre d'une habitation trop vite croisée, l'adolescence de Pétronille. La souffrance vraie d'une fillette au goût absurdément aristocratique, acquise aux idéaux d'extrême gauche, mais heurtée par l'esthétique prolétarienne, ses bibelots d'une laideur sans complexe, ses lectures d'une bêtise choquante. Je regardais à nouveau Pétronille. Elle était tellement mieux qu'une fille cultivée.
son air de mauvais garçon aux yeux de piment rouge, son petit corps nerveux et musculeux de prisonnier évadé, et cette curieuse douceur du visage qui l'apparentait à Christopher Marlowe. Comme celui-ci, elle aurait pu avoir pour devise « Ce qui me nourrit me détruit ». La grande littérature, qui avait constitué l'essentiel de son alimentation, était aussi ce qui l'avait maintenue à l'écart des siens, creusant entre elle et eux un fossé d'autant plus infranchissable que son clan ne le comprenait pas. Ses parents l'aimaient et pourtant, ils avaient peur d'elle. Françoise, qui avait l'âme délicate, admirait les romans de sa fille et les comprenait parfois. Pierre n'y comprenait rien et ne voyait pas en quoi cette prose surclassait celle de son journal de bord. J'éprouvai un puissant élan d'admiration pour Pétronille et je lui dis « Merci l'oiseau », répondit-elle. Elle avait décrété, sans que je me confiât à elle, que j'appartenais à la race aviaire. C'est dire la justesse de son instinct. Depuis mes 11 ans, la gentillesse m'obsède jusqu'au point de non-retour. J'ai tant observé les oiseaux que je dois, par contagion, avoir attrapé quelque chose de ce règne. Quoi au juste ? Je doute que le langage puisse m'aider à l'exprimer. On pourra m'objecter que 11 ans c'est tard. Oui, mais auparavant, d'aussi loin que remontent mes souvenirs, j'ai été obsédée par les œufs, et je le suis toujours. On ne peut nier la cohérence de mes fixations. Les 11 années auront sans doute coïncidé avec la durée de couvaison. À 11 ans, je suis devenue un oiseau. Lequel ? Difficile à préciser. Curieux hybride de sternes arctiques, de cormorans, d'hirondelles et de poules d'eau, mais aussi de buses variables. Mes livres s'apparentent à mes pontes. Parmi les étonnantes barbaries de l'espèce aviaire, signalons celle-ci. Les oiseaux adorent manger des œufs. C'est l'un de leurs aliments préférés. Cela se vérifie avec moi. Mais ils préfèrent manger les œufs des autres. Je confirme, une fois que les miens n'ont plus besoin de mes soins, je préfère lire les livres des autres.